Nous sommes le collectif des 34 de la Pitié. Mais nous ne parlons pas au nom des 34, mais au nom d'une majorité. Nous parlons aujourd'hui au nom du collectif. Nous sommes différents. Ce qui fonde ce collectif, c'est ce que nous avons vécu ensemble. Nous souhaitons établir une règle claire. Dès lors qu'une personne ne précise pas qu'elle parle au nom du collectif, elle parle en son nom propre. Donc la parole qui est portée là est collective. Nous tenons tout d'abord à remercier les travailleurs et les travailleuses de l'hôpital de la Salpêtrière qui ont fait émerger la vérité. Le collectif aussi des avocats qui nous ont défendus, les médias, les associations, les partis politiques et les syndicats qui n'ont pas relayé les fausses informations et qui ont enquêté à la place des policiers, ainsi que les street médics qui prennent soin des manifestants. Nous remercions aussi la CGT de nous prêter cette salle. Cependant, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas affiliés à aucun parti politique et aucun syndicat. Maintenant, nous souhaitons vous faire part des faits précédant notre interpellation. Il est important de rappeler qu'avant même notre arrivée aux abords de l'hôpital de la Pitié, nous étions en train de manifester sur le parcours autorisé d'une manifestation déclarée et autorisée dans le cadre d'une journée familiale dédiée aux travailleuses et aux travailleurs. Nous étions sous un dôme d'une épaisse fumée de gaz lacrymogène et nous avons entendu un grand nombre de détonations en continu. Lorsqu'un cordon de CRS est venu couper le cortège et stopper l'avancée de la partie du cortège dans laquelle nous étions, le cortège s'est retrouvé encerclé par devant et par derrière par des CRS. Nous avons subi une pluie de lacrymogènes et de LBD. Dans un incroyable mouvement de foule, tout le monde était visé, y compris un grand nombre d'enfants et de personnes fragiles qui subissaient une charge démesurée au regard de leur pacifisme. Seules deux options s'offraient à nous: subir des coups de matraque et un canon à eau, ou alors se réfugier dans un espace aéré derrière une grille ouverte. Pour fuir ces ultra-violences policières et le nuage de gaz étouffant et aveuglant, nous nous sommes réfugiés derrière une grille ouverte pour respirer, car nous étions terrifiés. Nous sommes tous arrivés sur le parking de l'hôpital pour les mêmes raisons, sans réaliser pour certains que nous pénétrions dans l'enceinte d'un bâtiment public. D'autres avaient été amenés ici par les CRS, présents sur le boulevard de l'hôpital eux-mêmes. Le seul objectif était de fuir les gaz lacrymogènes et les charges policières d'une violence démesurée sur le boulevard de l'hôpital. La grille étant ouverte, de nombreuses personnes se sont réfugiées dans l'allée sous l'effet de la panique. Certains d'entre nous se sont fait soigner par les street médics, tandis que les infirmiers et infirmières et médecins de l'hôpital nous distribuaient du sérum physiologique pour apaiser les effets des gaz lacrymogènes. Alors que nous nous remettions à peine de nos émotions, les CRS nous ont brusquement et sans aucune raison chargés du côté de la grille, tandis qu'à l'autre bout de l'allée, les voltigeurs sont arrivés. Les deux groupes ont sorti leurs matraques en nous menaçant. Tout s'est passé très rapidement. Nous avions peur. Nous nous faisions charger des deux côtés, sans sommation. La seule issue possible semblait être l'escalier de l'hôpital. Sous la charge des CRS et des voltigeurs, nous avons couru et sommes montés sur l'escalier. Nous demandions droit d'asile au personnel hospitalier de nous laisser rentrer quand nous avions peur de nous faire frapper par les forces de l'ordre. Est-il normal en France d'avoir autant peur de la police? À aucun moment nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation. Ce n'était indiqué nulle part. Nous ne sommes jamais entrés dans le bâtiment. Ce n'était ni une attaque, ni une intrusion violente. Nous n'avons pas attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous ne nous sommes pas introduits dans le bâtiment de l'hôpital. Nous n'avons à aucun moment fait preuve de violence. Le but n'était pas d'attaquer un bâtiment public, mais bien de se réfugier sous la panique et la menace des matraques et des LBD. Nous avons de nouveau été témoins de l'ultra-violence policière. Nous pouvions observer, impuissants, ceux qui n'avaient pas réussi à monter sur l'escalier, subir les gaz et une pluie de coups d'une extrême violence à quelques mètres de nous.
Les CRS nous ont demandé de descendre, ce que nous avons fait sans discuter, sans résistance et pacifiquement. Ils nous ont rassemblés sur l'herbe, certains allongés, face contre terre. Nous nous sommes fait fouiller, un par un, certaines femmes ayant été fouillées par des hommes. Malgré nos plaintes et remarques quant à la légalité de ces actes, certains étaient menottés, d'autres non, sans aucune raison puisqu'il n'y avait aucune violence de notre part. Nos pièces d'identité ont été ramassées sans que nous sachions ce qui nous était reproché. Nous nous sommes levés et avons attendu dans l'attente de savoir ce qui allait nous arriver. Nous ne comprenions pas la situation. À un moment, un représentant des forces de l'ordre a donné l'ordre à ses collègues de nous encager afin de nous escorter au bus d'interpellation. Nous sommes montés dans le bus, encore une fois sans savoir ce qui nous était reproché. Arrivés au dépôt du quai des Orfèvres, nous sommes descendus par un par un du bus, et nos feuilles d'interpellation nous ont été distribuées. Les motifs différaient selon les feuilles. Intrusion, couplée pour certains à rassemblement en vue de violence, ou dégradation. Tout le monde était choqué. Nous ne comprenions pas d'où sortaient ces accusations. Certains d'entre nous ont subi des violences dès l'arrivée au dépôt. Fouilles abusives en public et hors du dépôt, port de menottes injustifiées et injustifiables, dégradation des biens personnels. D'autres ont subi des violences psychologiques en leur faisant croire qu'ils sortiraient une fois qu'ils auraient parlé à l'officier de police judiciaire, que cela ne prendrait que quelques heures. Nous sommes restés entre 28 et 30 heures en garde à vue. Nous avons tous vécu des expériences différentes, entre difficiles et très difficiles, mais ce qu'il en ressort est une pression morale violente et inadmissible, notamment envers les femmes. 3 femmes ont été isolées dans une cellule de dégrisement d'environ 8 mètres carrés avec caméra pendant 30 heures. D'autres étaient en cellule partagée mais ne disposaient que de 2 matelas pour 4, ou n'ont pas pu manger de repas avant le lendemain 13h. Certains ont eu leurs lunettes de vue retenues lors de leur fouille et ont donc signé des papiers sans savoir à quoi ils s'engageaient. Ils ont dormi dans des cellules surchauffées ou glaciales, à même le sol. Ils sont restés 30 heures avec ou sans lumière. Ils n'ont pas eu accès à leurs médicaments pendant la durée entière de la garde à vue, ont demandé à un médecin qu'ils n'ont jamais vu. Pour ce qui concerne la violence psychologique exercée par les forces de l'ordre, elle a été ressentie par tous les membres du collectif. Il s'agissait de nous faire croire tout et n'importe quoi quant à l'issue de notre garde à vue. Entre une sortie au bout de 2 heures et une défération au dépôt pour passer au tribunal de grande instance, qui peut se suivre d'une comparution immédiate, nous ne savions plus quoi et qui croire. En pleine nuit, les forces de l'ordre venaient nous réveiller en frappant nos portes de cellules avec des matraques et en passant les clés sur les grilles pour faire le plus de bruit possible et nous empêcher de dormir. Dans la nuit, de nouveaux chefs d'accusation sont apparus sur les feuilles d'interpellation de certains d'entre nous, à savoir bande armée,